La journée représente... moi, je suis juriste déjà pour commencer. Et ce brin de juriste me pousse à penser à la cause de la femme africaine. Il y a eu une particularité. L'Afrique est post-colonisée. Dans la plupart des cas, on est à moins de 100 ans d'indépendance. Et donc, ça a un impact sur l'évolution. L'impact déjà de la colonisation en Afrique, l'impact de nos traditions et ce brassage de ces cultures qui font que l'on puisse voir des avancées ou pas trop d'avancées, ça dépend, c'est l'occasion de se questionner justement sur les droits de la femme africaine et sur son sort sur la scène tant nationale qu'internationale. Je pense que ce sont les réflexions qui me viennent à l'idée quand je pense à cette journée. Voilà. Alors, et nous, en RDC, on regarde des signaux. Dans les deux sens, oui. Je vais dire qu'il y a une avancée très significative. Je vois entre les lignes le message que le chef de l'État est en train de passer. Il est temps que la femme se mette sur la scène publique au devant. Il est temps qu'elle puisse participer à la vie publique au même titre que l'homme, parce que pour faire avancer les choses, pour se développer, un pays a besoin de toutes les forces vives. Que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, nous sommes tous acteurs, nous sommes tous censés être acteurs dans la vie publique, dans la vie politique, finalement dans nos sociétés. Alors, il y a aussi à faire dans deux volets, je vais dire, les femmes elles-mêmes. On va vous promouvoir, mais quel est votre bagage? Qu'est-ce que vous apportez? Quelle est la valeur ajoutée, à part le fait que vous soyez femme? C'est comme ça que moi je prône, j'encourage la femme à apprendre, pas seulement dans le domaine des études, mais l'artisanat ou tous les secteurs où la femme peut apprendre quelque chose, se mettre en avant-plan, finalement participer, prendre des risques comme les hommes. Et de cette manière-là, quand il y aura des promotions ou des postes à pourvoir, on va se dire, tiens, il y a des femmes qui sont qualifiées. Dans tous les cas, on doit regarder le CV aussi. Qu'est-ce que vous allez pouvoir apporter comme bagage dans les fonctions auxquelles on veut vous placer? C'est ça. Donc, le travail doit se faire tant du côté du pouvoir public que la femme elle-même. Étudier, apprendre. C'est pour celles qui ont déjà étudié. La formation doit être continue, comme on le prône chez nous au barreau. Le bagage intellectuel ne doit pas se limiter. Plus vous avancez, plus les choses bougent, plus vous devez apprendre, vous mettre à jour et toutes ces choses, finalement, avoir une valeur ajoutée sur vos diplômes. Les langues, apprendre toutes sortes de choses pour que vous puissiez être compétitif. À un moment, même si on fait de la discrimination positive pour faire passer les femmes ici et là, il faut quand même que le bagage suive. Le bagage doit suivre. Voilà. Les hommes être alignés par des confessions religieuses parce qu'elles ne sont pas capables. Attention, cette question pour moi a différents axes pour y répondre. Je pense que les confessions religieuses, en tout cas la culture judéo-chrétienne, a placé la femme dans le plan ecclésiastique un peu en retrait. Déjà, Jésus, ses 12 apôtres, c'était des hommes pour commencer. Ça, c'est une parenthèse. C'est pour rire d'ailleurs. Mais plus sérieusement, la femme dans l'église, il faut voir sa place. Dans plusieurs églises, plusieurs confessions, comme chez Branham et ailleurs, même dans des églises de réveil, il n'y a pas de femmes pasteurs. À l'église catholique, les femmes abbés, c'est à peine que ça commence et c'est pas partout. Je pense que tout ça, ça a joué, ça a un impact finalement sur le plan social, la place qu'occupe la femme à l'église, sur le plan politique. Évidemment, ça c'est juste une résultante, c'est une conséquence de la place qu'occupe la femme
à l'église. Il ne faut pas être surpris qu'on puisse aligner principalement les hommes, parce qu'à l'église, selon moi, c'est comme ça que ça se passe. Et où est-ce qu'on va piocher? On va piocher parmi les abbés, les prêtres, les pasteurs, qui sont principalement des hommes. C'est aussi simple que ça. Je ne pense pas que ça soit une discrimination en soi par rapport aux qualifications de la femme, mais c'est plus une question de dogme ecclésiastique. Donc les règles dans nos églises, comment elles sont faites, et ces règles alignent principalement les hommes. C'est comme ça que moi je vois les choses. Ça devient même évident qu'on voit plus d'hommes être alignés que des femmes. Très bien. Un mot pour vous, celles qui hésitent encore à... J'ai un mot. La femme africaine a une particularité. De par sa culture, je sais que la colonisation a un peu bousculé les choses, mais de par sa culture, la femme africaine est une femme accomplie, qui a de la valeur dans sa société, qui même du côté du Congo central et avec le pouvoir matrilinéaire et tout ça, qui même est détentrice de pouvoir de la lignée dans certaines cultures, qui est chefesse comme dans la culture Lunda. La femme africaine doit d'abord se connaître. La colonisation a apporté son lot de choses, des bonnes et des moins bonnes. On a copié, mais il ne faut pas qu'on perde notre identité. Quand je pense aux femmes de valeur comme elles sont parties, Kim Pavita et Maman Mouilou, la femme de Simon Kimbangu, qui ont tenu face à l'oppression de la colonisation et qui ont porté des messages forts, je pense que la femme africaine, déjà l'aspect africain, doit connaître son identité, qui elle est, quelles sont ses racines, quelle est sa culture, et maintenant dans la scène publique, tant nationale qu'internationale, qu'elle puisse utiliser cette identité comme un atout. Vous voyez la culture occidentale, même aux États-Unis, faire la promotion des cheveux nappies naturels. C'est une manière de souligner l'identité de la femme africaine et de dire que ces cheveux, tels qu'ils sont naturels et frisés, ils sont beaux, ils marquent l'identité de nos ancêtres. Il ne faut pas les minimiser au profit de ce que nous portons. Nous portons ce que nous portons, mais nous avons nos propres cheveux, nos racines à nous. Nous ne devons pas nous couper de nos racines. Maintenant, sur le plan social, la femme africaine, elle a été longuement opprimée. Déjà, elle n'a pas vraiment été scolarisée. C'est à peine qu'on a eu cette campagne il y a une quinzaine d'années, toutes les filles à l'école. Moi, je m'en souviens, j'ai commencé l'université à peine. Les filles étudient, les femmes étudient, mais ça a pris du temps. À l'époque, la femme africaine était confinée à la cuisine en attendant qu'on vienne l'épouser, et souvent à un âge précoce. Vous voyez qu'il y a encore du chemin à faire pour que la femme africaine puisse se retrouver et pour qu'elle puisse être totalement accomplie et valable et capable, et que ses droits soient totalement reconnus. Il y a du chemin. Donc voilà, moi j'encourage les femmes à se mettre en avant, à apprendre à s'exprimer, les femmes à prendre le pouvoir. Il ne faut pas attendre. Les femmes surtout à se connaître. Il faut lire beaucoup, lire, apprendre de sa culture africaine, parce que nous avons notre propre culture aussi, qu'on oublie souvent malheureusement.